Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, merci d'être venus nous rejoindre. J'ai souhaité cette communication de rentrée à un moment préoccupant et donc décisif de l'histoire de notre pays. C'est un moment d'hésitation et de trouble, et je considère que ce moment impose une clarification. On connaît le contexte de cette rentrée. La planète ne tourne pas bien. La loi internationale qui, jusqu'à maintenant et depuis des décennies, imposait que soient respectés tous les pays du monde, quelle que soit leur taille, avec des droits égaux, cette loi est bafouée. Les grands empires ont choisi désormais d'imposer leurs lois par la force militaire, avec l'assaut jamais interrompu de la Russie contre l'Ukraine, héroïque, tragédie du Moyen-Orient, depuis le pogrom du 7 octobre jusqu'aux événements qui se sont déroulés jusqu'au Liban, jusqu'à l'Iran et jusqu'à Gaza. Épreuve de force commerciale, avec une concurrence déséquilibrée et déloyale sur des centaines de productions de la part de la puissante Chine, domination avec les politiques de droits de douane unilatéralement imposées par les États-Unis de M. Trump, et puis épreuve de force monétaire. Il y a des dévaluations qui se présentent comme des dépréciations, mais qui ont exactement le même effet et qui faussent la concurrence. Et je pourrais continuer comme ça les scénarios multiples des épreuves de force. Et tout cela dans une indifférence au réchauffement climatique et à ses conséquences et à ses causes industrielles et énergétiques en particulier. Et puis l'Europe ne tourne pas bien non plus. Elle devrait parler d'une seule voix. Or, elle est trop souvent divisée, chacun essayant de rechercher d'abord ses propres avantages. Nous avons 450 millions d'habitants, c'est un immense marché. Nous avons cru pendant longtemps que cet immense marché pouvait s'imposer de lui-même par son seul poids. Une puissance scientifique, technologique, industrielle, mais en dépit de l'effort constant qui a été celui de la France et singulièrement du président de la République, une impuissance politique. Mario Draghi, cette fin de semaine à Rimini, a prononcé une formule que je crois nous pouvons tous faire nôtre. Il a dit « Cet été, le rêve d'une Europe qui compte dans le monde s'est évanoui ». Et puis il y a notre pays, la France, qui est dans un dangereux paradoxe. Un pays incroyablement doué dans tout ce qui est au sommet de la pyramide de l'œuvre humaine, du savoir, des sciences, des mathématiques, de la chimie, de la génétique, de l'algorithmique, du quantique, et puis des technologies et productions de pointe. Nous savons produire des lanceurs, des fusées, des satellites, de l'électricité nucléaire avec des centrales de première force. Nous avons les armements, nous savons produire les armements les plus sophistiqués, les meilleurs avions du monde, les meilleurs hélicoptères du monde, des navires, des sous-marins, y compris nucléaires, des automobiles de qualité, pharmacie, chimie, la culture, le luxe, l'agriculture et l'agroalimentaire. Et cependant,
quand on fait le bilan, un commerce extérieur en berne, parce que nous sommes dépassés dans tout ce qui est la base de la pyramide de la consommation. Paradoxe incroyable. Plus fort au sommet de la pyramide, plus faible à la base de la pyramide. Dans tout ce qui est l'équipement de la maison, l'électroménager, tout ce qui fait la vie de tous les jours. Et c'est ce paradoxe d'un pays à la pointe et à la traîne qui devrait mobiliser notre énergie et notre volonté de tous les jours pour préserver et conforter nos forces et pour corriger nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, en dépit des efforts considérables, y compris de moyens qui ont été faits, l'éducation nationale, qui est dans les classements internationaux à la place où nous ne voudrions pas le voir, et d'abord et surtout pour ce qui concerne les fondamentaux, la lecture, l'écrit, les mathématiques, et la formation des jeunes, 19% des jeunes au chômage. Ce chiffre a progressé de 2% en une année. Et cependant, paradoxe suprême, un jeune sur 5 au chômage et les entreprises ne trouvent pas de jeunes pour s'engager, pour progresser, pour prendre des responsabilités, pour construire des situations qui vont préparer évidemment l'installation dans la vie, et ne serait-ce que pour prendre la succession des commerçants et des artisans qui s'en plaignent tous. Nous devrions tous nous battre avec acharnement pour la réindustrialisation du pays, dans toutes les filières que nous avons ou que nous devrions avoir à portée de la main, et autour desquelles nous devrions rassembler les pouvoirs publics et les grandes entreprises. Alors je sais combien des efforts ont été déployés ces dernières années, pas dire le contraire, pour créer les conditions du redressement de tous ces secteurs, de l'école, de l'emploi, de la création d'activités, avec des progrès notables mais insuffisants. Voilà ce qui devrait mobiliser notre volonté, la volonté de la nation, protéger et cultiver nos incroyables atouts et corriger d'urgence nos faiblesses. On aurait tout pour cela. Mais un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face, non pas demain ou après-demain, mais aujourd'hui même, sans retard d'aucune sorte, sans quoi l'avenir nous sera interdit et le présent durement et lourdement aggravé. Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement. Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement. Sur les 2 dernières décennies, malgré la succession de gouvernements de tendances différentes, la dette de notre pays s'est accrue de 2 000 milliards d'euros. 1 000 milliards entre 2005 et 2015 et 1 000 milliards entre 2015 et 2025. Alors ce sont des chiffres qu'il est absolument impossible de se représenter, sauf à avoir un ordinateur quantique à l'esprit. Mais il y a une manière de les rendre plus compréhensibles. Depuis 20 ans, chaque heure de chaque jour et de chaque nuit, depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. Chaque heure de chaque jour et de chaque nuit. Alors, je sais très bien que nous avons eu des crises considérables à traverser, et cet argument doit être pris en compte. On a eu les subprimes et la crise financière en 2008 et 2009. Et puis on a eu les gilets jaunes, et puis on a eu la terrible crise du Covid qui a paralysé la planète. Et puis on a eu la guerre d'annexion déclenchée par la Russie, et puis
On a eu la crise énergétique qui s'en est suivie, et puis on a eu l'inflation, et puis on vient d'entrer dans l'orage des droits de douane déclenché par M. Trump. Et il est bien sûr normal que quand on a une crise, on essaie de passer cette crise par l'emprunt, pour passer la vague. Mais ce qui est anormal, c'est que, ayant fait appel à cette disponibilité, on ne soit jamais revenu en arrière. La dépendance à la dette est devenue, en France, chronique. Et cet argent emprunté par centaines de milliards n'a pas été utilisé comme il aurait fallu que ce soit pour investir, pour doter notre pays des meilleurs équipements, pour construire des universités, des hôpitaux, des laboratoires pour nos chercheurs. Il a été utilisé pour les dépenses courantes. Dépenses courantes qu'aucune famille pour elle-même n'envisagerait de laisser à la charge de ses enfants. De sorte que les sommes que nous devons rembourser chaque année ont augmenté année après année dans l'indifférence générale, inexorablement. La charge de la dette va devenir cette année, le budget le plus important de la nation. Les annuités que nous devons rembourser vont être plus lourdes que le budget de l'éducation nationale et que le budget des armées. Cette année. Et si on devait regarder à peu près ce que ça veut dire, cette charge de la dette représentera à elle seule plus que l'addition des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, du logement et de la justice. Additionnés. Et ça va croître tous les ans, inexorablement si nous ne faisons rien. L'an dernier, c'était 60 milliards.